Tout de suite. Tout de suite. Ouais. Normalement, خاص تبان d'abord. Et nous niquer les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Si moi je suis Normalement, j'ai partagé mon écran. D'accord. Je l'ai partagé il y a 44 secondes. La page Tawassul, effectivement. Alors, j'ai déjà des... Ok, super. Mistral gagnant. Ça marche. Le OK pour démarrer ou là pour le premier? Ça marche. Safety. OK, ça marche. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je réitère mes remerciements au groupe Tawassul pour leur invitation et aussi pour cette très belle initiative qui nous réunit chaque jour autour d'un thème différent. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un thème que je trouve très important, qui est la gestion sur le plan plantaire du secteur esthétique. Et je vais plutôt m'attaquer à des cas qui sont complexes. Alors une petite présentation pour ceux qui me connaissent pas. Je suis Dr Mohamed Taïf. Je suis en exercice privé à Casablanca depuis à peu près 10 ans, ancien interne, médecin dentiste interne au CHU Blanche Casablanca. Et puis par la suite, à la fin de mon internat, je suis parti en France pour faire ma spécialité en chirurgie orale. Et j'ai passé à peu près 5 ans de ma vie à Paris, où j'ai fait en parallèle plusieurs diplômes en implantologie, en prothèse, en pathologie de la muqueuse buccale. Je suis auteur et co-auteur de plusieurs publications scientifiques et j'ai donné plusieurs conférences ici au Maroc et à l'étranger. Ma première était à Paris en 2008, quand j'étais encore étudiant en spécialité. L'implantologie, en fin de compte, je suis dedans depuis maintenant plus de 15 ans ou 16 ans, et j'ai fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est augmentation osseuse, gestion des tissus mous, etc. Ce qui fait, passons aux choses sérieuses, la question qu'on se pose quand on parle de gestion de cas complexes, d'abord, c'est quoi une complexité? On se donne un exemple. Par exemple, si je suis devant c'est-à-dire une barrière ou un obstacle comme ça, est-ce que on peut considérer cet obstacle comme une complexité, comme un cas complexe? Si cet obstacle étant, on va dire que c'est un cas d'un patient que je dois gérer. Est-ce que c'est compliqué? En fin de compte, ça, c'est très relatif. C'est très relatif parce que si j'ai la grâce de cette danseuse de ballet, je vais pouvoir dépasser l'obstacle sans aucun problème. Mais malheureusement, il y en a certains, peut-être que j'en fais partie, si j'ai pas sa grâce, on peut, en essayant de dépasser cet obstacle, plutôt se casser le dent dessus. Alors, tout ça est très subjectif. Essayons d'avoir quelque chose d'objectif, c'est-à-dire des critères objectifs pour pouvoir définir cette complexité. En d'autres termes, si un patient vient me voir et qui a perdu des dents au niveau antérieur et j'estime que je vais gérer cette situation avec des implants, est-ce que ce cas-là constitue un cas à haut risque ou bien
un cas qui est assez facile, où je peux gérer sans aucun problème. Bien, on va voir ce que dit la littérature sur ça. Une publication assez intéressante, publiée en 2014, qui a essayé de regrouper ces facteurs de risque qui rendent la gestion du secteur antérieur complexe. Et on a plusieurs, comme vous le voyez sur ce tableau-là. Je vais essayer juste de survoler le tableau parce qu'il y a plusieurs points qu'on connaît déjà. Bien sûr, l'état médical, un patient qui est en bonne santé, qui n'a pas de problème au niveau de son système immunitaire, c'est-à-dire il va pouvoir cicatriser avec moins de problèmes. Comparé à un diabétique déséquilibré, en fin de compte, là, on voit bien que lorsqu'on a un système immunitaire qui est affaibli, le risque il est élevé. Le tabac aussi, on sait très bien maintenant, les études sont claires, quand quelqu'un fume, le taux d'échec implantaire, il est beaucoup plus élevé, et même concernant les augmentations, qu'elles soient osseuses ou gingivales. Et bien sûr, là, on peut parler de risque moyen si le patient il fume moins de 10 cigarettes par jour. Et bien sûr, quand on dépasse 10 cigarettes, là, on parle de heavy smoker, ou bien de gros fumeurs. Mais voilà. Est-ce que les patients, est-ce que les patients disent vraiment, quand on dit oui, je fume juste 5 ou 6 cigarettes, est-ce que c'est la vérité ou pas? C'est juste un point vraiment à prendre en considération en leur expliquant que pour ce genre d'intervention élective, le risque, il est plus élevé chez eux. Un patient qui a une demande esthétique élevée présente un profil qui est à risque. Par exemple, si en face d'une incisive centrale, on a une jeune, un mannequin qui a un sourire gingival, qui découvre son métier, son sourire fait partie de son métier. Est-ce que on va la mettre dans la même case que quelqu'un qui n'a pas vraiment une grosse demande esthétique, et en plus quand il sourit, il va pas découvrir, est-ce que c'est la même chose? Bien sûr, ça aussi, il faut le prendre en considération. Le reste, on va le voir au fur et à mesure avec des exemples, avec des cas. On va avancer par exemple concernant la ligne du sourire. La ligne du sourire, là, il y a beaucoup d'études au niveau de la littérature. J'ai pris une étude qui est assez ancienne, celle de Jian et Miller, mais elle est assez représentative parce que quand on regarde les résultats, on va dire pour la ligne de sourire basse, c'est-à-dire quelqu'un qui ne découvre pas, ou la ligne du sourire moyenne, quelqu'un qui découvre, on va dire presque la totalité de la hauteur coronaire des incisives centrales, comparé à quelqu'un qui a une ligne de sourire très haute où il découvre les dents et la gencive. Quand on voit les pourcentages, on va constater que les gens qui ont une ligne de sourire très haute, ils constituent 10%. C'est-à-dire, on va se dire, oui, dans ce cas-là, le risque n'est pas très important parce que pour 90% des patients, le risque n'est pas très élevé. Alors, je tiens à relever 2 points. Premièrement, il faut lire ce type d'article avec prudence, parce que moi, comment je le lis? Le risque, il est au niveau d'une ligne de sourire moyenne, parce que ce sont des patients qui sourient quand on leur demande, et un sourire demandé n'est pas toujours un sourire qui est vrai, qui est réel, parce que surtout quand on a un problème au niveau des dents antérieures, quand on demande aux patients de sourire pour prendre une photo, un sourire à la demande n'est pas un sourire vrai. Du coup, moi, je mettrai la ligne du sourire moyenne dans la même catégorie de risque que la ligne du sourire haute. Et du coup, ça change complètement. On va se retrouver avec 80% des patients qui ont
un risque élevé qui est dû à cette ligne de sourire qui est haute. Les gens qui font de l'ortho, il y a beaucoup d'études sur ça, les études où il y a un sourire dynamique, c'est-à-dire on met au lieu de prendre des photos, on va prendre une vidéo, on parle au patient, on essaie de discuter avec lui, et là on va voir quand il va se détendre et être à l'aise, il va plus découvrir, et là le résultat il est plus objectif. Il faut se soucier aussi d'une autre catégorie de personnes que j'appelle le sourire évolutif. Par exemple, le cas de cette patiente qui, au départ, quand je lui ai demandé de sourire, voyez le sourire qui est crispé, on va se dire que voilà, c'est une ligne de sourire moyenne. Elle ne découvre pas beaucoup, on ne voit pas la gencive au niveau des centrales, par exemple, ni au niveau des canines. Mais si on regarde bien cette photo, on va voir que la lèvre au niveau, surtout à la lèvre supérieure, vous voyez qu'il n'est pas très, elle n'est pas très tendue. Ça veut dire que la dame, elle n'arrive pas vraiment à sourire. Ça se comprend parce qu'on voit les trous noirs, on voit que de toute façon c'est un cas où les 4 incisives étaient condamnées. Et on voyait que, vu le préjudice esthétique, cette dame n'arrivait plus à sourire. Mais regardez, à la fin du traitement, là, dans ce cas-là, on a mis 2 implants au niveau des latérales, avec un bridge de 4 éléments sur 2 implants au niveau de la 12 et de la 22. Et là, regardez, à la fin du sourire, à la fin du traitement, le sourire qui change complètement. Alors, on peut parler de sourire évolutif. Il faut faire attention, s'il vous plaît, les amis, pour lorsqu'on travail au niveau de cette zone-là, essayez de vous dire la chose suivante. Tous les patients découvrent, tout le monde a un sourire gingival. Parce que là, quand on regarde la différence entre la photo de gauche et de droite, la différence, elle est très importante. Et bien sûr, quand on est beaucoup plus à l'aise avec nos dents, on va découvrir beaucoup plus et là on peut, si on prend ça en considération, ça peut ça peut nous causer des problèmes. Le biotype gingival est un élément très important à prendre en considération. Comme vous le savez, il y a 2 types de biotypes gingivaux. Le biotype gingival fin et le biotype gingival épais. Le biotype gingival fin, on le reconnaît par des dents qui sont triangulaires, un festonnage de la gencive qui est très important, la présence de récession, comme vous voyez sur la photo de gauche. Et au niveau de la photo de droite, on a des dents beaucoup plus carrées, et un festonnage qui est moins important et une gencive qui est plus charnue. Alors, vous savez très bien, ça on l'a étudié lors de nos cours de paro, que le biotype gingival fait que la gencive, elle réagit différemment en face de la maladie parodontale. Vous savez très bien qu'au niveau de la biotype gingival fin, on va avoir beaucoup plus de récession qu'au niveau d'un biotype gingival épais, où on va avoir plutôt des poches que des récessions. Il faut savoir que cette différence ne s'arrête pas là, mais aussi la réaction de ce type de gencive, elle diffère aussi après la chirurgie. En gros, quand on va lever un lambeau au niveau d'un tissu, un tissu gingival fin, on va avoir beaucoup plus de récession que lorsqu'on va réaliser le même type d'acte au niveau d'un biotype gingival épais. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Alors, j'ai essayé de voir un petit peu la littérature, ce qu'elle dit, et l'idée, c'est que allons voir comment un biotype gingival épais ou fin, est-ce que vraiment il va se comporter différemment autour des implants. En gros, c'est le fait d'avoir un biotype gingival épais ou fin, et en fin de compte, caractéristiques des tissus mous périimplantaires en termes de quantité et en qualité, est-ce qu'ils ont une incidence sur la stabilité du résultat final qu'on va avoir à la fin du traitement? Parce que ce qui nous intéresse, c'est bien sûr d'obtenir un résultat qui soit bon, satisfaisant pour nous et pour les patients, et surtout, il faut qu'il y ait une stabilité de ce résultat dans le temps.
vous savez très bien que lorsqu'on pose des implants, l'os qui est autour des implants et la gencive, ça va bouger, il y a un remodelage osseux. On va voir ce que dit la littérature sur ça. On va prendre juste un article d'une étude très intéressante qui est prospective. C'est une étude prospective et contrôlée qui a comparé deux échantillons. L'échantillon 1 où on a une épaisseur gingivale qui est fine, qui est moins de 2 mm, et le groupe test où on a une gencive qui est épaisse. Alors au niveau de ce type de ce groupe test, l'épaisseur gingivale, soit qu'elle est épaisse dès le départ, ou bien c'est une gencive qu'on a épaissie par une chirurgie d'augmentation de tissu. Et on va voir les résultats. Regardez, lorsqu'on a un biotype gingival qui est fin, c'est-à-dire quand on a une épaisseur gingivale qui est fine, moins de 2 mm, on a 6 fois plus de résorption osseuse péri-implantaire. Vous voyez les résultats entre le côté mésial et le côté distal. On a à peu près 6 fois plus de résorption osseuse lorsqu'on a un biotype gingival fin. En gros, si on a un niveau de notre gencive à la fin de la reconstitution prothétique, il y a beaucoup plus de risques d'avoir une récession parce que l'os il va se résorber, et donc, comme vous le savez, c'est l'os qui supporte la gencive, et on risque d'avoir une instabilité du résultat esthétique qu'on a obtenu à la fin. Une autre question concernant la présence ou pas de la gencive kératinisée. C'est une grande discussion qui était débattue en long et en large pendant des années et des années. Est-ce qu'il faut avoir de la gencive kératinisée autour d'un implant ou pas? Alors, c'est une étude qui a un niveau de preuve qui est très élevé, parce que ce qu'on appelle une cross-sectional study. Cross-sectional study, en d'autres termes, c'est que le patient, il est comparé à lui-même, ce qui donne à ce type d'étude un niveau de preuve très très élevé. Et là, le but de cette étude était de voir est-ce qu'il y a une relation entre la largeur de la gencive kératinisée sur la santé des tissus périimplantaires. Il a été démontré que lorsqu'on a une gencive kératinisée inférieure à 2 mm, on a un indice de plaque, un indice gingival et un saignement au sondage qui sont significativement plus élevés. En gros, on a une gencive qui a tendance à s'inflammer beaucoup plus que s'il y avait de la gencive kératinisée. Et il y a eu un examen radiologique qui a été réalisé dans la même étude qui a montré qu'on a une perte osseuse plus importante quand on a une largeur de la gencive kératinisée qui est inférieure à 2 mm. Alors à partir de ces deux études, on comprend qu'il y a une interrelation entre les caractéristiques de la gencive ou des tissus mous périimplantaires et l'os sous-jacent. Pour avoir un résultat qui est pérenne, il faut avoir une gencive épaisse, au moins supérieure à 2 mm, ainsi qu'un bandeau de gencive kératinisée qui doit être aussi supérieur à 2 mm. Un autre facteur qui est très important, c'est l'analyse du sommet de la crête osseuse au niveau des dents adjacentes. Et ça, c'est un point qui est très très important, parce que le sommet de cette crête, il va conditionner la hauteur de la papille interdentaire. En gros, le sommet de la crête au niveau de la dent adjacente et non pas autour de l'implant, je précise, au niveau de la dent adjacente, c'est ce qui va permettre d'avoir une papille. Et là, l'étude de Tarnow, elle est très explicite, et on sait très bien que si on a une crête, un sommet de la crête qui a une distance entre le sommet de la crête et le point de contact qui est
à 5 mm, on va avoir une papille qui va pouvoir remplir cet espace. Le point suivant, c'est l'analyse tridimensionnelle du défaut tissulaire. En gros, est-ce qu'il y a une perte tissulaire ou pas? Est-ce qu'on a un effondrement ou pas? Cette perte tissulaire, quand on voit cliniquement, c'est la somme de l'os et de la gencive. Alors, dans ces cas-là, on voit qu'on peut avoir un défaut qui varie en fonction de son importance sur le plan horizontal et vertical. Par la suite, il faut voir au niveau de l'analyse radiographique tridimensionnelle, que ce soit avec un scanner ou un cone beam, pour voir au niveau du site implantaire, est-ce qu'il y a assez d'os pour poser notre implant? Sinon, est-ce qu'il faut faire une augmentation osseuse? Alors, juste un point qui est important à souligner, c'est que si je vous pose une question, quelle est la largeur minimale pour pouvoir poser un implant? Supposons que je vais poser un implant de 3,75 mm qui est l'implant standard. Alors, avant, on disait qu'il faut, après avoir posé un implant, il faut qu'il y ait 1 mm d'os autour des implants. Maintenant, les choses, les études, les choses ont changé parce que les études maintenant sont plus en faveur d'avoir 2 mm d'os autour de l'implant. Et en gros, pour pouvoir poser un implant, il faut avoir 4 mm plus le diamètre de l'implant. En d'autres termes, si on veut placer un implant au niveau d'une dent, d'une prémolaire par exemple, il faut avoir au minimum le diamètre de l'implant standard qui est de 3,75 plus 4 mm, c'est-à-dire en gros on doit avoir 8 mm de largeur. Ça c'est pour pouvoir placer un implant au niveau osseux, donc de bonnes conditions, et aussi pour pouvoir stabiliser, avoir une stabilité de ce résultat à long terme. À partir de l'analyse de tous ces facteurs-là, j'ai essayé de faire une revue de la littérature pour voir quels sont les facteurs clés de la gestion des implants au niveau de la zone esthétique. En fin de compte, j'ai fait une petite liste qui n'est pas très exhaustive, mais elle regroupe les points les plus importants. D'abord, c'est le positionnement tridimensionnel correct de l'implant. Si l'implant n'est pas posé là où il faut, on va avoir des problèmes. Et quand je parle du positionnement tridimensionnel, parce que c'est dans les 3 plans de l'espace, c'est-à-dire un implant trop vestibulé va nous créer des problèmes parce qu'on va avoir une dent qui est très longue, du coup esthétiquement ça va pas passer. Un implant qui est trop mésialé ou qui est trop distalé va entraîner qu'il va pas y avoir assez d'os qui va supporter la papille et on va avoir un problème de la présence d'un trou noir au niveau de cet espace-là. Et aussi, un implant qui est trop enfui ou qui est trop en surface va entraîner des problèmes techniques aussi. Alors, ce point-là, il est capital. Le deuxième point, comme on en a déjà parlé, avoir un volume osseux adéquat. Un volume osseux adéquat, comme on vient de le dire, c'est d'avoir 4 mm plus la largeur de l'implant. En d'autres termes, par exemple, là, même si on parle juste pour vous donner un exemple, si on parle d'une implantation au niveau du secteur postérieur, si on veut placer un implant large de 4,7 mm par exemple, on va dire 4,7, ça veut dire 5 mm, il faut avoir 9 mm d'os pour pouvoir poser un implant et avoir un résultat qui dure dans le temps. Des tissus mous adéquats en volume et en qualité. Là, on a vu ce que dit la littérature. Et en résumé, il faut avoir au minimum 2 mm de gencive kératinisée en largeur et 2 mm en épaisseur gingivale. Le rôle des provisoires, il est très important parce que il ne suffit pas
d'avoir un implant, de poser un implant dans un volume osseux et gingival qui est adéquat. Il faut, le patient, quand il vient nous voir, il ne vient pas nous voir pour avoir un implant, mais il vient nous voir pour avoir une dent. Il a perdu une dent, il veut avoir une dent. Ça veut dire que cette dent, elle doit avoir une apparence naturelle. Pour avoir une apparence naturelle, il faut avoir un profil d'émergence correct de la couronne supraimplantaire, c'est-à-dire une couronne qui sort de la gencive, qui va mimer l'aspect naturel de la dent. Et cela ne peut être atteint si on n'utilise pas les provisoires. Et là, c'est le rôle des provisoires, il est capital, surtout au niveau antérieur. On peut rajouter d'autres facteurs, comme l'utilisation de matériaux biocompatibles au niveau des piliers, c'est-à-dire au niveau de la transition implant-prothèse, et les deux matériaux qui font l'unanimité, qui sont biocompatibles, c'est le titane et la zircone. Bien sûr, pour ceux qui préfèrent utiliser des couronnes scellées, ou là, c'est une autre discussion, quel type de prothèse scellée ou prothèse transvissée. En fin de compte, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de consensus. C'est juste que si on utilise une prothèse scellée, il faut être sûr qu'on va pouvoir éliminer les excès de ciment parce qu'ils ont été corrélés à une incidence de périimplantite qui est très très élevée. Alors, on va voir ce cas-là. Un cas qui vient au cabinet, c'est une personne chez qui on a posé des implants, on a fait une mise en charge immédiate et le bridge provisoire a cédé. Il y a eu une infection avec au niveau de la 23. Quand je regarde, la première des choses, c'est que je regardais la sortie l'émergence des implants. On voit que c'est pas très, c'est-à-dire ça sort plutôt au niveau de l'embrasure et non pas au milieu de la couronne. Et quand on regarde au niveau occlusal, on voit qu'on a ça confirme c'est-à-dire l'émergence des implants qui sont pas très bien posés. Et quand on regarde le scanner, on voit bien que on a des problèmes au niveau des implants qui sont posés. Alors, regardez au niveau de la coupe 40. Normalement, quand on a un implant qui est plus ou moins un cylindre, on coupe, ça donne un cercle. C'est-à-dire au niveau de la coupe de la coupe 40, on comprend que c'est un implant. La même chose au niveau de la coupe, on va dire 91 ou 86. Mais au niveau de la coupe 75, quand on regarde là, de quoi il s'agit, on ne sait pas. Et regardez, la pose de ces implants, on va dire c'est-à-dire elle n'a pas été réalisée avec un guide chirurgical. Et sans guide chirurgical, on peut avoir ce type de catastrophe. Regardez au niveau des coupes 85, 86, 87, 88, on a deux implants qui l'un sur l'autre, et on a un problème d'ostéo-intégration au niveau de plusieurs implants. Alors, j'ai essayé de garder 2 implants parmi les 6 qui étaient posés. J'ai rajouté 4 autres implants, bien sûr en utilisant un guide chirurgical qui découle d'une étude prothétique préimplantaire. Au niveau de la paire tissulaire qui était au niveau du secteur 2 a été curetée, un comblement a été réalisé et on a pu avoir un compromis où le patient il a
pu avoir, on a pu lui rendre son sourire, il est satisfait de l'apparence, mais juste pour vous montrer que lorsqu'il n'y a pas une étude préimplantaire qui va nous donner un guide chirurgical, le fait d'y aller à l'aveugle, c'est difficile de pouvoir poser des implants là où il faut. Et c'est un exemple qui montre que le positionnement tridimensionnel de l'implant, s'il n'est pas respecté, il entraîne un échec. Un autre cas d'un patient qui se présente au cabinet, il avait un bridge collé qui remplaçait la 21 qui a été perdue lorsqu'il était étudiant. C'est un ingénieur qui a eu ce bridge depuis qu'il était étudiant, et là le bridge il se décèle régulièrement. Vous savez très bien qu'on s'oublie quand on rentre dans la vie active, et puis après le mariage, après les enfants, etc. On s'oublie dans ces situations, et consulter un dentiste n'est pas parmi les priorités. À un moment donné, il commence à fatiguer de ce décèlement répétitif, ce qui fait se présente au cabinet. Là, on voit le bridge collé qui remplace la centrale, la 21. Quand on l'enlève, on voit qu'on a un défaut osseux, on a une concavité. Le biotype gingival est un biotype gingival épais, ce qui est un bon signe. Et lorsqu'on voit la coupe scanner, on voit qu'on a un volume qui n'est pas trop mal. Mais regardez par rapport à la couronne, on voit qu'il n'y a pas une corrélation entre l'axe de la crête et l'axe prothétique, ce qui nous cause un problème. Mais quand je mets le transparent, là c'est un implant de 3,7 mm, on voit, même si je le mets au niveau palatin, si j'essaie d'avoir un petit compromis en me rapprochant un petit peu de l'axe prothétique, on voit qu'au niveau vestibulaire, on n'a pas les 2 mm qui vont protéger l'implant. Et poser un implant comme ça, je vais avoir des spires qui vont être à nu. Dans ce cas-là, j'ai fait une expansion osseuse, parce que là j'ai besoin à peu près de 3 mm, pas beaucoup. L'expansion, moi je la fais sans lever un lambeau en pleine épaisseur, c'est-à-dire je fais un lambeau où je découvre juste le sommet de la crête. Là on peut en parler dans une autre présentation si vous voulez. Et j'essaye d'utiliser une piezo pour créer une tranchée. Comme ça, j'arrive à maîtriser le volet vestibulaire, les 2 mm vestibulaires que je veux garder. Et puis par la suite, je mets des bone expanders qui sont comme des vis qui ont des diamètres croissants et qui vont me permettre de déplacer les deux berges osseuses. Vous voyez le lambeau qui n'est pas décollé. Là, à la pose de l'implant, vous voyez qu'il y a de l'os vestibulaire. Et puis, je remets sa prothèse, son bridge collé comme prothèse provisoire. Je le revois 3 mois après. Ça cicatrise pas mal, mais j'ai toujours cette concavité vestibulaire. Alors je décide de faire une augmentation des tissus mous. Dans ce cas-là, j'ai réalisé un lambeau palatin en rotation. L'avantage de cette technique, c'est que le lambeau palatin, il est pédiculé. Et du coup, c'est ce qui confère à cette technique un taux de succès qui est très élevé, vu qu'on ne coupe pas la vascularisation. Ok ?
Bien, je le mets en place et là, vous voyez les sutures qui sont réalisées avec un fil de 6,0, un monofilament. J'aime beaucoup travailler avec ce type de fil parce que le monofilament, il a plusieurs qualités, parmi lesquelles c'est qu'il ne retient pas de plaques bactériennes. Et du coup, la cicatrisation, elle est meilleure, elle est très très bien. Il y a juste un petit détail, c'est que mon patient, il n'habite pas à Casablanca, mais il vient d'une autre ville. Du coup, vu que ce type de monofilament, il n'est pas résorbable, euh, j'ai demandé à un confrère d'enlever les fils suture. Vous voyez le petit fil qui est en haut, un des fils n'a pas été enlevé, et c'est quelque chose, c'est un des inconvénients de ce type de fil, parce que moi j'ai l'habitude d'enlever les fils suture quand on fait une greffe après 2 semaines. Le problème, c'est que la cicatrisation dans certaines situations est tellement bonne qu'on a de la gencive qui recouvre le fil. Du coup, il y a un fil qui a été oublié. Et quand je le revois 2 mois après pour faire la mise en fonction, regardez ce que je trouve. Je trouve un petit abcès en vestibulaire. Bien sûr, on est tous des dentistes et on a tous le même réflexe. Quand on voit une fistule, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le tiroir pour prendre un cône de gutta qu'on met en place pour suivre le trajet de cet abcès. Alors voici la radio, il nous montre qu'il n'y a pas vraiment de résorption osseuse de périimplantaire. Et en fin de compte, sous anesthésie, j'ai ouvert très légèrement et je suis parti chercher le bout de fil non résorbable qui est resté à l'intérieur. J'ai profité bien sûr de la même séance pour réaliser une mise en fonction en mettant en place une prothèse provisoire pour qu'on puisse commencer à travailler le profil d'émergence. Bien sûr, comme on dit chez nous au Maroc, c'est que cette fois-ci, j'étais intransigeant. J'ai demandé au patient, même s'il n'habitait pas Casablanca, de revenir chez moi pour que je puisse enlever les fils suture. Alors là, des petits détails concernant la prothèse provisoire que j'ai réalisée moi-même au cabinet. Et cette prothèse provisoire a permis de travailler le profil d'émergence. Alors, bien sûr, quand on a des cas comme ça, on aimerait bien c'est-à-dire les réussir et que le résultat soit très beau, ce qui fait j'ai essayé de demander aux patients d'arranger un petit peu la centrale, de faire une petite élongation coronaire et puis de faire un petit chip en céramique en mésial ou bien composite, mais franchement il voulait pas, il me disait qu'il était tranquille, il n'était pas du tout embêté par ce type de détails. C'est une petite frustration pour nous parce qu'on aimerait bien avoir de belles photos à la fin, mais déjà regardez la concavité qu'on a pu obtenir, le piqueté de la gencive qui témoigne d'une santé parodontale qui est bonne, et puis la mise en bouche de la prothèse définitive. Là, les radios avant et après, et le sourire du patient. On passera à un cas qui est un peu plus compliqué. La patiente qui a du mal à sourire. Là, j'ai vraiment poussé la patiente après plusieurs tentatives à sourire et malgré ça, c'est le maximum que j'ai pu atteindre. Et là, ça se comprend parce que, là, ça c'est le maximum, ça se comprend parce que la patiente, elle n'a pas son incisive centrale, elle l'a perdue. Alors, juste pour l'anecdote,
elle l'a perdu parce que elle voulait embrasser son petit et il a trébuché. Du coup, il lui a donné un coup de boule qui a entraîné la fracture de la centrale. Alors là, j'ouvre juste une petite parenthèse, vu qu'on est en confinement et qu'on a nos enfants avec nous, on fait attention, on prend nos précautions quand on veut les embrasser. Comme on dit, il faut rester chez soi, mais il faut rester safe. Alors, la patiente m'a été adressée par une consoeur qui a enlevé le fragment qui bougeait. Ça veut dire qu'on a un fragment de la racine qui reste à l'intérieur. Et là, si on veut analyser ce cas-là, on va voir que d'abord, si je vous pose la question, quel type de gencive on a? On a un biotype gingival qui est fin. Et on le voit, regardez le festonnage de la gencive, surtout au niveau prémolaire. Regardez les récessions, il y a une visibilité des racines au niveau antérieur. Vous voyez l'aspect bleuâtre qu'on a. Et regardez le niveau au niveau des collets, l'alignement des collets, on voit que les collets des canines sont beaucoup plus élevés que les prémolaires. Et après, on a les latérales et les centrales. Quand on a des patients comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se concentrer sur la centrale ou bien est-ce qu'il faut essayer de donner au patient, d'écouter le patient pour voir vraiment ce qui le gêne? Est-ce que c'est vraiment juste la perte de la centrale ou bien est-ce qu'on a, c'est-à-dire le préjudice esthétique? Est-ce qu'il dépasse juste le simple fait de refaire cette anse? Parce que si on se concentre juste sur la anse, je crois qu'on va pas vraiment rendre service à la patiente. On va avoir une dent, mais son sourire va pas changer réellement. On va pas l'améliorer. Avec des discussions avec la patiente, bien sûr, elle disait qu'elle voulait améliorer son sourire et du coup, elle nous a demandé ce qu'on peut faire pour elle. Alors, continuons l'analyse. Regardez au niveau des points de contact en mésial de la 12 et de la 21 qui sont des CCM. Vous voyez bien qu'on a une visibilité de la limite cervicale. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que on avait une papille avant qui recouvrait cette partie-là. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce type de cas parce que c'est Ushimou, ce cas-là, il a tendance, quand on va opérer, il a tendance à faire de la récession. Par la suite, on se concentre sur le site, on a un défaut osseux en vertical et en horizontal. La racine de la 11, elle est toujours en place, on la voit bien. Et puis, essayons de voir une vue d'ensemble. On a, bien sûr, la persistance de la racine de la 11. Au niveau de la 21, on a une CCM avec un tenant. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas du tout de traitement canalaire au niveau de cette racine. Au niveau des deux incisives latérales, on a des racines qui sont grêles, ça se comprend, c'est le cas de toutes les incisives latérales, avec des tenants qui sont très très longs. On a des réactions apicales qui sont confirmées ici au niveau du scanner. Vous voyez bien au niveau de la 12, 21 et 22, on a des réactions apicales qui sont importantes. Alors, si je veux gérer ce cas-là dans sa globalité, il faut essayer d'éliminer ces réactions. D'accord? Pour les éliminer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un traitement orthograde? Est-ce qu'on fait une chirurgie endodontique avec un traitement rétrograde? Pesons le pour et le contre. Au niveau de la centrale, la 21, je reviens à cette image, au niveau de la centrale, la 21, on voit qu'on a un tenant. C'est vrai qu'il est un peu large, mais il n'est pas
très longs. En gros, on peut enlever ce tenant sans aucun problème. Par contre, le fait d'essayer de faire la même chose au niveau des latérales, là où les tenants sont très longs, le risque de fragiliser ces racines et d'entraîner leur perte est très élevé. Du coup, j'ai décidé d'enlever le tenant au niveau de la 21, de refaire le traitement canalaire, et puis lors de la chirurgie, on va faire une chirurgie endodontique. Je dis bien chirurgie endodontique et non pas résection apicale. Je tiens à préciser ça parce que la résection apicale, c'est juste un temps chirurgical dans une chirurgie endodontique. C'est-à-dire, il faut enlever les 3 mm, les derniers millimètres qui, au niveau apical, et puis par la suite, il faut carrément refaire un traitement canalaire par voie rétrograde. Vous savez très bien comment on fait ça. On utilise des inserts endodontiques qui sont très longs, qui sont conçus pour les chirurgies endodontiques. On va faire un nettoyage du canal de façon rétrograde et on fait une obturation du canal de façon rétrograde. C'est pour ça qu'on parle d'une chirurgie endodontique ou d'un traitement endodontique chirurgical. D'accord? On va faire la même chose, bien sûr, au niveau de la 21 et on va, lors de cette chirurgie, on va cureter, bien sûr, tous les tissus infectés qui sont en place. Là, la coupe qui passe par la 11 nous montre qu'il y a la présence de la racine de la 11, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas du tout de mur vestibulaire. Alors, la décision qui a été prise, comme on a dit, j'ai refait le traitement canalaire au niveau de la centrale, au niveau de la 21, j'ai refait une provisoire au niveau de cette dent-là, et puis lors de la chirurgie, comme on va le voir, là je lève le lambeau, voyez bien qu'on a les trous en face de la 12, 21 et 22, il y a encore du tissu infecté à ce niveau-là. J'ai enlevé la partie vestibulaire, j'ai enlevé les apex, et là, il fallait terminer le curetage de ces sites-là. Et puis par la suite, là, vous voyez bien que le bout de la racine de la 11 a été enlevé. Et regardez, en vue occlusale, on a un défaut osseux qui est très important. Alors, chose importante, regardez le design du flap, regardez le design du lambeau. Vous voyez bien que lorsque j'ai pris 2 dents de chaque côté de la anse, parce que ça va me permettre de réaliser les chirurgies endodontiques au niveau de la centrale et des 2 latérales, mais aussi j'ai pris la canine parce que ça va me permettre de réaliser lors de la fermeture, de déplacer le lambeau coronairement pour gérer la récession au niveau de cette dent-là. En gros, on a 3 objectifs, on va dire 4 objectifs au niveau de la même chirurgie. D'abord, enlever le bout de racine, bien nettoyer, enlever tous les tissus infectés, et réaliser une chirurgie endodontique au niveau des 3 dents, la 12, la 21 et la 22, faire une reconstitution osseuse au niveau du défaut osseux de la 11 et en même temps gérer la récession au niveau de la 13. Alors, regardez, là j'ai mesuré l'épaisseur qu'on a au niveau de la crête et on voit qu'elle ne dépasse pas 3 mm. Ce qui fait que confirmer ce qu'on a vu déjà auparavant au niveau du scanner. Le type de reconstitution osseuse qui a été choisi, c'est une chirurgie, c'est une greffe osseuse d'apposition
par prélèvement ramique. Là, c'est le ramus gauche qui a été utilisé. Et moi, c'est vrai que je suis formé à l'ancienne, c'est-à-dire avec, je faisais ça lors de ma formation avec des disques et de la fraise. Mais franchement, ça fait plusieurs années maintenant que je suis passé à la piézo. Et si j'ai vraiment une indication pour la piézochirurgie, c'est ce type de greffe parce que il nous permet de il me permet de réaliser ce type d'intervention sans risque parce que n'oubliez pas, il y a le nerf qui n'est pas très loin. Avec la piézo, j'ai moins de risques que de léser le nerf. Par la suite, je prends mon greffon, je le coupe en deux, j'essaie de le morceler. Et là, ce que je vais faire, c'est la technique de Curie, c'est-à-dire c'est le concept biologique décrit par Curie, par Fouad Curie, où on prend le greffon, on le split, on le travaille pour le rendre très fin, et puis les débris osseux, on les broie et on remplit les espaces par ces débris. Là, le greffon, je l'ai coupé en deux parce que si vous vous rappelez la diapositive qui était avant, lors de la vue occlusale du défaut, il y avait un défaut en deux niveaux. C'est-à-dire la partie cervicale, il y avait un défaut osseux qui était beaucoup plus important qu'au niveau apical. C'est-à-dire il fallait bien sûr adapter les greffons au défaut osseux. C'est pour ça que je l'ai morcelé en deux et j'ai fait 2 mini-greffons pour pouvoir faire une reconstitution harmonieuse. Et puis, ce qui restait d'os, ce que j'ai broyé, j'ai pu remplir avec les trous au niveau qui ont été réalisés après la chirurgie endodontique. Et bien sûr, au niveau occlusal, j'ai rempli tous les espaces par les débris osseux. Bien. Par la suite, ça a été le lambeau a été fermé et vous voyez au niveau de la canine, on a bien tracté, c'est un lambeau déplacé coronairement pour essayer de corriger la récession au niveau de ces dents. Après ce type de reconstitution osseuse, il faut attendre 4 mois avant de pouvoir poser l'implant. Ce qu'on a fait, c'est que ce que j'ai attendu 2 mois. Et puis là, excusez-moi, juste concernant cette vue-là, c'est juste pour vous montrer que bien sûr, j'ai profité de la présence d'une prothèse provisoire au niveau de la 21 pour l'associer à une couronne provisoire. Là, on ne peut pas remettre la PAP de la patiente parce que s'il y a un appui d'une prothèse sur le greffon, on va tout perdre. Du coup, faites attention. Voyez bien que même ce type de provisoire fixe, vous avez remarqué que j'ai fait exprès de le laisser à distance de la gencive. Regardez même ici, on voit en vue occlusale, on voit bien l'espace entre la provisoire et la gencive. 2 mois après, ça veut dire que là, on est à 2 mois de la greffe osseuse. On voit déjà pour la 13 qu'on a pu gagner, on a pu recouvrir la récession. Il y a encore du travail qui va venir, mais il faut se rappeler que le niveau de cette canine était beaucoup plus haut que la 14. Et on voit bien que là, on commence à avoir déjà de bons résultats. Alors, pourquoi j'interviens 2 mois après? Parce que je veux essayer de gérer la 23 entre-temps. Comme ça, je laisse tout cicatriser en même temps. Ce qui fait la même technique, c'est un lambeau déplacé coronairement, bien sûr, qui est centré sur la 23. Il ne faut pas perturber les dents d'à côté. Voilà le design du lambeau. Et puis,
je déplace le lambeau coronairement, je dépasse le collet d'un millimètre pour que je puisse avoir un bon résultat. Et là, c'est du monofilament que j'ai mis en place. Là, on voit la cicatrisation. Là, on est à 3 mois après la deuxième chirurgie. Ça veut dire qu'on est à 4-5 mois après la greffe. On voit que ça commence à prendre forme. Et là, en vue occlusale, on voit qu'on a pu rattraper le défaut tissulaire qu'on avait avant. On avait avant une concavité, maintenant on a une convexité. On imagine bien quand on va ouvrir que le volume osseux va être important et très adéquat pour la pose de l'implant. La radio panoramique de contrôle est là, lors de la radio tridimensionnelle, le scanner qui a été réalisé. Voyez bien une chose, c'est que on n'arrive pas à distinguer la différence entre le greffon et l'os natif. C'est-à-dire, il n'y a pas de radioclarté, une ligne radioclaire qui sépare les deux. Quand on voit ça sur un scanner, on est très confiant et on sait très bien quand on va ouvrir, on va avoir une bonne intégration. Ce qui est le cas. Là, bien sûr, regardez bien le design du lambeau. Là, j'ai pas fait de décharge comme tout à l'heure. J'ai fait une petite décharge en distal de la 12. Bien sûr, il faut pas toucher à la 13, il faut pas perturber la cicatrisation à ce niveau-là. Et puis, j'ai fait cette petite décharge juste pour que je puisse ouvrir pour enlever les vis d'ostéosynthèse. On voit bien que le greffon s'est bien intégré. Là, en vue occlusale, on pose l'implant. Là, c'est un guide chirurgical assez classique. On pose l'implant et là, si vous voyez bien, c'est que là, la cicatrisation osseuse était tellement bonne que j'ai dû enlever de l'os. Vous voyez bien. Vous voyez ici la pose de l'implant et vous voyez le tracé semi-lunaire au niveau osseux avec le trou. Le trou, il correspondait à la présence de la première vis de cicatrisation. C'est-à-dire j'ai pu resculpter le niveau osseux pour préparer le travail qui va venir par la suite. Alors ensuite, bien sûr, j'ai mis une prothèse provisoire pour travailler le profil d'émergence qui a duré quelques semaines pour pouvoir arriver à ce résultat où on a le collet de la reconstitution au niveau de la hanse qui correspond parfaitement au collet au niveau de la 21. Et tout ça a été obtenu grâce au travail réalisé par la provisoire. Là, le pilier, c'est un pilier en titane. Là, on voit au niveau occlusal, la vue au niveau occlusal, on voit le défaut avant et après. Et là, le résultat final. Au niveau des deux canines, on a réalisé deux facettes pour harmoniser le sourire. Et là, on voit le résultat final. Au niveau des radios de contrôle, on voit bien que il n'y a aucune image de résorption osseuse périimplantaire. Il n'y a aucune image au niveau périapical et on voit même qu'on a une formation d'un nouveau desmodonte. Le résultat avant et après, et ça a permis à la patiente de sourire beaucoup plus largement maintenant. Passons à un autre cas, un cas aussi complexe parce que ce patient-là, il arrive avec sa prothèse adjointe partielle qui remplace la 21 et on voit déjà à la base qu'il y a de la fausse gencive.
au niveau de cette PAP. C'est-à-dire déjà, c'est pas un bon signe, ça veut dire que le défaut va être important. Après avoir enlevé cette PAP, on voit effectivement que le défaut est très important. On a un défaut en vertical. Regardez la largeur de la dent. La distance mésodistale de la 21, elle est beaucoup plus importante que la 11, ce qui complique la reconstitution. Vous voyez au niveau de la 22, on voit la limite amélocémentaire. Du coup, on voit qu'il y a une récession importante, ce qui nous donne une idée sur le niveau osseux, au niveau de la 22 en mésial. Et du coup, déjà, c'est un facteur pronostic. Dès le départ, je sais très bien que je ne peux pas avoir une papille à ce niveau-là. Déjà, c'est ce qui est important. Pourquoi je partage avec vous ces points qui sont cruciaux, c'est que jusqu'à présent, pour ce cas-là, et pour les autres cas, c'était la même chose, c'est juste que j'ai survolé un petit peu, c'est qu'à partir de la première séance, on peut déjà savoir est-ce qu'on peut avoir un bon résultat ou pas. Là, on a un défaut osseux, un défaut tissulaire vertical qui est important. On voit qu'on a une récession importante au niveau de la papille, ça veut dire que lorsque ça nous donne une idée sur le niveau osseux, on va confirmer ça avec les radios, mais on sait très bien que c'est très difficile d'avoir une papille en bonne et due forme. Le fait d'avoir une largeur coronaire qui est de la dent qui manque, qui est très importante que la dent antagoniste, c'est difficile de pouvoir donner une belle reconstitution finale, sauf si on triche en mettant un peu de composite ou bien des chips de céramique au niveau des dents d'à côté. Alors, après avoir la vue en occlusal, on voit bien le défaut en horizontal qui est très important. Ce qui complique aussi les choses, c'est que le patient, après avoir lui expliqué tout ça, le patient, il était vraiment réfractaire à toute greffe osseuse. Il voulait pas du tout qu'on fasse une greffe osseuse. Il voulait même pas en entendre parler. D'autant plus que au niveau des autres dents, il était réfractaire. Il voulait pas qu'on touche aux autres dents, qu'on rajoute du composite ou de la céramique pour améliorer le résultat. C'est-à-dire déjà, ça complique les choses dès le départ. Alors, ce que j'ai fait dans ce cas-là, vous voyez la photo en haut à droite, le niveau osseux par rapport aux dents antagonistes, et là on sait très bien qu'on va avoir une dent qui est longue. Comme vous le savez, pour avoir une dent, une bonne reconstitution, c'est-à-dire la partie transgingivale, elle doit, ou bien la différence entre la limite cervicale d'une couronne et l'implant sous-jacent, elle doit être entre 3 et 4 mm. Vous voyez bien ici qu'on dépasse très largement ces mesures. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un implant en bonne et due forme. Et puis par la suite, j'ai réalisé une technique qui est assez ancienne, c'est que j'ai mis une vis de cicatrisation. Une vis de cicatrisation, là, dans ce type de système, c'est une 3 mm de hauteur. Et puis, j'ai réalisé c'est-à-dire une augmentation des tissus mous par la même technique que je vous ai montré tout à l'heure, un lambeau palatin pédiculé en rotation. J'aime bien ce type de lambeau parce que il me permet d'avoir un taux de succès très élevé vu qu'il reste pédiculé, et puis je peux avoir une quantité de gencives assez importante. Là je l'ai pris, je l'ai plié en deux pour avoir le maximum d'épaisseur, et je l'ai mis par-dessus
au-dessus de la vis de cicatrisation et en vestibulaire. D'accord? Voilà. J'ai mis un bridge collé provisoire réalisé au cabinet. J'aime bien ce type de reconstitution parce que ça me permet de voir exactement où est-ce que je place la couronne. Là, dans la vue, dans la photo d'en haut, vous voyez très bien que la couronne, je l'ai évidé un petit peu pour qu'il n'y ait pas de contact. Ok. Là, j'aime bien éviter les prothèses adjointes partielles parce qu'elles nous laissent beaucoup de dégâts. Et du coup, dans ce genre de situation, je passe toujours par une prothèse provisoire fixe en essayant de la fixer sur les dents antagonistes. Pardon, sur les dents adjacentes. Bien. Alors là, on est à 3 mois après la première chirurgie. On voit déjà qu'on commence à avoir un résultat qui est pas mal. Là, vous voyez bien au niveau occlusal, en vue occlusale, qu'il y a toujours un défaut, mais on sait très bien que dès le départ, on était dans une situation de compromis, vu que le patient était réfractaire à la greffe osseuse. Au niveau de la photo d'en haut, vous voyez le frein labial qui descend très bas. Du coup, j'avais dans la crainte qu'il me donne une récession à cause de la traction importante de ces muscles. Alors j'ai réalisé une frénectomie en même temps qu'une mise en fonction réalisée par operculisation pour avoir le maximum de tissu mou sans trop le déplacer. Alors la vis de cicatrisation que j'ai mise en place, elle a une hauteur de 4,5 mm et on voit qu'elle est sous-gingivale d'à peu près 1 mm en palatin et 1,5 mm en vestibulaire, juste pour que vous puissiez imaginer la position de l'implant qui est très profonde. Par la suite, j'ai réalisé une prothèse provisoire à la main, au cabinet. Je la mets en place et je commence à travailler mon profil d'émergence. Là, on est sur la mise en bouche de la couronne de la prothèse d'usage, la couronne définitive. Déjà, on a à peu près, j'ai triché un petit peu pour qu'on n'ait pas l'aspect de la couronne qui est très large par rapport à l'autre dent. Une astuce que je partage avec vous, vous demandez à votre prothésiste de mettre des parties plus sombres au niveau proximal. Si vous regardez bien au niveau mésial et distal, la céramique elle est plus sombre. Du coup, en travaillant sur ce point-là, en travaillant sur les lignes de transition qu'on essaie de centrer au maximum, de les mésialer au maximum, on donne l'aspect d'une couronne qui n'est pas très large, sachant que c'est pas vraiment la réalité. On arrive à donner l'illusion de quelque chose de naturel. Là, avant et après, on voit très bien que la concavité n'a pas complètement disparu, mais c'était prévisible, vu, comme je vous ai dit, qu'on n'a fait qu'une seule augmentation des tissus mous. Et avec ça, on n'est pas des magiciens, on essaie d'avoir le meilleur compromis et le patient était au courant de la chose. Et là, vous voyez le niveau de la gencive au niveau de c'est-à-dire avant le traitement, vous voyez que le défaut était très très important. Il est très haut par rapport au collet des dents adjacentes. Et là, vous voyez pour le résultat qu'on a pu avoir un résultat qui est très satisfaisant. Alors le patient, je l'ai perdu de vue pendant
3 ans. Il réapparaît, et bien sûr, une fois qu'il rentre au cabinet, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'appareil photo et on prend une photo. Et on voit bien que ça mature bien. Au niveau des trous noirs, c'était prévisible dès le départ, d'où l'importance des points dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'examen clinique est important. Dès le départ, j'étais clair avec le patient, on ne va pas pouvoir donner un meilleur résultat, sauf si on travaille sur la forme des dents adjacentes, vu qu'il était réfractaire. Alors, dès le départ, il était préparé que les trous noirs vont rester, mais là, on peut dire qu'on a pu avoir un bon résultat et surtout qui se stabilise dans le temps. Je vais terminer avec ce cas-là. C'est un cas de complications après une greffe osseuse d'apposition. Je reçois le cas comme ça, une greffe d'apposition qui a été réalisée au niveau de la 13. Le défaut osseux était important. Le cas était réalisé par un grand ami qui est un grand chirurgien. Je le connais, c'est un grand pote. Et le problème, c'est que on a tous des échecs, bien sûr. Le problème qui a été réalisé, c'est que quand il a fait sa mise en fonction, il a réalisé une décharge. Le problème de la décharge, lorsqu'on fait quand on la réalise après une greffe d'apposition, surtout c'est une greffe d'apposition sur réalisée à l'ancienne, c'est-à-dire un non-lait, un bloc qui n'est pas splitté, qui reste très très épais, c'est que la couche externe, elle est ischémique, elle n'est pas du tout vascularisée. Du coup, une fois que le périoste a été coupé, la cicatrisation n'a pas pu être réalisée et du coup, maintenant, il y a la visibilité du greffe. Ce qui fait, je reçois la patiente, je vois le problème, mais en analysant le cas plus en profondeur, on voit qu'il y a beaucoup plus, on a plus de problèmes que ça. Alors bien sûr, déjà c'est un nightmare, c'est un cauchemar d'avoir une visibilité d'un greffon, surtout il a bien tenu, les implants sont déjà en place. Mais regardez, concernant la position de l'implant de la 13 et de la 12, on voit qu'ils sont très proches. Comme vous le savez, avoir des implants très proches, c'est très compliqué d'avoir une papille entre ces deux implants. D'autant plus que le type de vis de cicatrisation qui a été réalisé, qui a été choisi, sont très larges, ce qui complique encore les choses. Alors, en vue de face, on voit bien que le positionnement des implants n'est pas bon. L'implant de la 21, il est trop mésialé. Du coup, c'est presque sûr que les implants n'ont pas été posés avec un bon guide chirurgical. D'autant plus que regardez ici, je reviens à cette photo, au niveau de l'implant de la 13, vous voyez que on voit toute la hauteur de la vis de cicatrisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le niveau gingival, il est à ras avec la tête de l'implant. Du coup, il n'y a presque pas de sulcus. Je reviens ici, bien sûr, on voit en vue frontale les implants qui sont pas bien positionnés, la 21 qui doit être beaucoup plus distallée, et regardez l'alignement décollé. Ce qui complique aussi les choses, c'est que la patiente, c'est une patiente qui a une exigence esthétique très très élevée et elle a un gummy smile, un sourire gingival qui est très très important. Tout ça a constitué une source
une source d'angoisse pour moi pendant plusieurs semaines parce qu'il fallait trouver la bonne, avoir la bonne solution, le bon geste. Et mon premier objectif était d'abord d'essayer de diminuer cette exposition du greffon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une fraise boule diamantée et j'ai essayé de fraiser un tout petit peu, très légèrement, le greffon en essayant d'avoir un petit saignement. Une fois que j'ai un petit saignement, j'arrête pour essayer d'espérer que cette exposition, qu'elle puisse juste diminuer de volume. Par la suite, j'ai enlevé la vis de cicatrisation au niveau de la tresse, j'ai mis une vis de couverture et j'ai changé aussi la vis de cicatrisation au niveau de la douce. J'ai laissé les choses cicatriser pendant quelques semaines. Par la suite, une greffe de conjonctif a été réalisée. Là, on voit en vue occlusale. Déjà, l'exposition commence à diminuer, ce qui est un très bon signe. Alors, une greffe conjonctive, de conjonctif enfui par tunnelisation a été réalisée en essayant de mettre le greffon au niveau occlusal et en vestibulaire. En fin de compte, l'objectif était double. D'abord, fermer l'exposition et en même temps avoir épaissir au niveau au niveau occlusal. Comme vous le savez, on a dit au départ, il faut avoir un minimum une épaisseur de 2 mm tout autour de l'implant pour avoir une stabilité des résultats à long terme. Alors là, en vue occlusale, alors une question, pourquoi y aller en tunnelisation? Là, il faut éviter de réaliser un lambeau en pleine épaisseur parce que, comme je vous ai dit, le périoste repose sur un os greffé dont la couche externe est ischémique, elle est morte, c'est de l'os mort. Si je réalise un lambeau en pleine épaisseur avec une incision occlusale, je vais aggraver les choses. Il faut apprendre c'est-à-dire de ce cas-là, je ne vais pas refaire la même chose. Au contraire, une bonne analyse du cas me permet de me guider lors de ma démarche. Bien sûr, après, j'ai remis le stélite de la patiente qu'elle avait avant, mais bien sûr, j'ai fait attention à bien évider l'intrado du stélite pour qu'il y ait aucun contact avec le greffon gingival, parce que comme je vous ai dit, si c'est le cas, je vais tout perdre. J'ai attendu 3 mois de cicatrisation et j'ai fait une petite mise en fonction. Alors cette mise en fonction, déjà si vous avez remarqué, les vis de cicatrisation sont beaucoup plus étroites. Et pour la latérale, la 12, j'ai personnalisé la vis de cicatrisation. Alors ce cas-là, il remonte à il y a à peu près 11 ans. En ce moment-là, on n'avait pas les vis de cicatrisation personnalisées comme on a maintenant. On pouvait pas réaliser des petites vis de cicatrisation en CAD-CAM. Mais voilà, c'est une vis de cicatrisation réalisée manuellement, mais le principe reste le même. Pourquoi j'ai enlevé toute la partie vestibulaire? Parce que je veux, lors de la cicatrisation, avoir le maximum de tissu mou. Par la suite, je vais travailler tout ça. J'ai réalisé un petit lambeau en rotation de la partie palatine de la 13, une petite incision semi-lunaire en la déplaçant entre les deux implants pour créer une papille. C'est la technique de Palacci comme vous le savez. Voilà en vue vestibulaire. Je laisse les choses maturer et puis commence un grand travail avec
la provisoire, avec le bridge provisoire. Cette photo, elle est très intéressante parce qu'elle nous montre l'emplacement des implants. Et là, on peut juger que l'implant de la canine, il est légèrement mésialé, il n'y a pas assez d'espace. Il n'y a pas les 3 mm minimaux requis entre deux implants, ce qui explique le problème de la papille entre les deux. Et surtout, regardez l'emplacement de l'implant de la 21 qui sort vraiment au niveau papillaire et qui nous laisse pas assez, c'est-à-dire c'est très compliqué de gérer ça au niveau esthétique parce qu'avoir un implant qui sort entre dedans, surtout entre les deux centrales, esthétiquement, est très préjudiciable. Alors, le travail de la provisoire a duré plusieurs semaines. Il y avait plusieurs séances où je rajoutais de la résine là où je voulais pousser la gencive. J'enlevais de la résine là où je veux que la gencive s'invagine. Ça a duré pendant plusieurs semaines pour avoir ce type de résultat. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, c'est juste avant la mise en bouche de la prothèse d'usage. Regardez au niveau de la 13. Vous vous rappelez d'abord qu'avant, on avait une exposition de la greffe d'apposition. Là, on voit qu'on a du tissu mou qui recouvre complètement c'est-à-dire cette exposition qui n'existe plus. Et aussi qu'on a une épaisseur qui est satisfaisante, qui est supérieure à 2 mm, ce qui en témoigne. Regardez la profondeur de l'implant au niveau de la 13. Vous vous rappelez, au départ, on avait le sommet de l'implant, la tête de l'implant, qui était à ras de la gencive. La papille qu'on a pu retrouver, qu'on a pu recréer entre la 13 et la 12, regardez ce qui est aussi intéressant, l'emplacement de la 21. L'implant ne sort pas au centre. J'ai essayé de tricher en créant l'illusion que l'implant il est bien positionné, mais c'est un profil d'émergence qui est décalé. Là, on voit bien l'aspect des papilles des pseudo-papilles entre les implants. Et là, c'est le bridge définitif qui a été mis en place. Là, c'est lors de la mise en bouche. Bien sûr, il faut laisser maturer les choses, mais on se retrouve avec ce résultat final. Je vous montre la radio, la photo avant et après, et la patiente qui est finalement satisfaite du résultat. Alors, en conclusion, pour réussir l'implantation au niveau du secteur antérieur, il faut obligatoirement positionner l'implant dans la bonne position tridimensionnelle parlant, c'est-à-dire dans les 3 plans de l'espace. Tous les axes sont importants. Bien sûr, l'axe vestibule-palatin reste très critique, mais aussi si l'implant est trop profond, trop mésialé, trop distallé, ça nous crée des problèmes. Le volume osseux doit être adéquat pour avoir un résultat qui est dur dans le temps, surtout c'est au niveau antérieur. Il faut avoir 2 mm d'os tout autour de l'implant. Les tissus mous doivent être d'un volume adéquat en volume et en qualité. Il faut avoir, rappelez-vous, des 2 mm, 2 mm au minimum en épaisseur et une gencive kératinisée, un bandeau de gencive kératinisé de 2 mm au minimum. Et puis, le rôle des provisoires qui est primordial. J'espère que j'étais pas trop lent, que j'étais pas très lourd. Alors, je vous souhaite, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Restez chez vous, restez safe et je vous remercie. On va interrompre la conf pendant 2 minutes et puis je vais reprendre le live. Comme ça, je peux prendre toutes les questions. À tout de suite.